Bonjour Sonia Belluti, vous nous présentez aujourd'hui votre livre Les Tétons Flingueurs aux éditions Kawa. Bonjour Valérie, je présente à mon tour votre livre Le cancer sans tabou ni trompette, une vision de thérapeute, de psychologue, de psycho-oncologue plus précisément. Tout à fait. Et je pense que votre livre est un recueil de témoignages, mais pas que. Oui, alors si vous voulez, l'idée était qu'en tant que psycho-oncologue travaillant en milieu hospitalier depuis une vingtaine d'années, je puisse retranscrire le vécu autant des personnes qui ont traversé l'épreuve du cancer que de leurs proches, mais aussi d'évoquer les soignants. Mais avant d'aborder tout ça, je pense qu'il faut revenir au centre du sujet que nous abordons aujourd'hui, qui est le cancer, en insistant sur votre témoignage qui est très important, puisque vous avez traversé cette épreuve. Comment avez-vous appris cette nouvelle de cet événement qui change une vie, j'imagine? Oui, d'ailleurs, c'est le sous-titre du livre. Le cancer, ça change une vie. En tout cas, ça a changé la mienne. Il y a forcément un avant, un pendant très riche et un après. Alors, comment je l'ai appris? Je l'ai appris toute seule parce que j'ai découvert la petite boule toute seule. Et là, j'ai une exclamation. J'ai dit, j'ai les boules. C'était au sens propre et figuré. Elle était bien là. Et étonnamment, j'ai su à la seconde, instantanément, que c'était grave. J'ai eu un frisson qui m'a traversé tout le corps au moment où j'ai touché cette boule. Et je savais que c'était le début d'une fin de cette vie et que j'allais aborder autre chose. Et ensuite, j'ai fait toutes les investigations pour vérifier, pour confirmer mon intuition et savoir où j'en étais. Parce qu'il n'y a pas un cancer, et ça, vous le savez très bien, mais des cancers. Et j'ai fait le choix de ne pas l'apprendre à mes proches tant que je n'avais pas factualisé ce cancer. C'est-à-dire qu'il fallait que je mette des mots neutres. C'est un cancer, il était à tel grade, j'allais avoir tel ou tel type de thérapie et que j'allais avoir ce parcours et pas un autre. Et pas rester dans le flou au moment de l'annoncer. Donc il s'est écoulé plusieurs semaines entre ma découverte et le moment où ma famille et mes proches l'ont su. D'accord. On peut dire quand même que c'est une période d'une sorte de torture psychologique. Est-ce qu'on peut dire un peu ça? Dans cette attente où vous aviez une prescience de ce qui pouvait arriver, mais avec cette durée des bilans qui parfois sont longs et qui ne permettent pas d'avoir une réponse rapide? Alors je ne l'ai pas vécu comme une torture psychologique, mais j'étais déjà dans un cheminement. J'étais persuadée que c'était grave et en même temps j'espérais le contraire forcément. Et comme ça s'est passé pendant les vacances d'août, tout était fermé, donc je n'ai pas pu avancer beaucoup dans les investigations. Il a fallu attendre la rentrée pour vraiment en savoir plus. Et tout ce temps-là, je l'ai mis à profit. J'ai fait de l'auto-introspection. Avec toutes les possibilités. Si le cancer s'avérait, comment j'allais le vivre? Si je devais mourir, est-ce que je dois préparer dès maintenant les choses? Enfin bon, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Oui, de faire tous les scénarios possibles, d'imaginer tout ce qui pouvait arriver. Mais pas dans la peur. Oui. Paradoxalement, je n'avais pas peur et je n'étais pas dans l'angoisse. J'étais juste dans une sorte de liste. Je faisais la liste de toutes les possibilités et la liste de toutes mes réactions possibles aussi. Même si après finalement on réagit encore d'une manière que je n'avais pas envisagée. Mais j'étais calme et je n'ai rien laissé transparaître. On a passé de merveilleuses vacances tous Vous ensemble. n'en avez pas parlé à vos proches? Non. Et ça ne s'est pas vu et personne ne s'est douté d'absolument rien. Donc je pense que j'ai continué à vivre normalement. Et j'ai commencé dès maintenant à profiter de chaque seconde. Oui. Ce qui allait après se poursuivre durant les traitements et jusqu'à aujourd'hui.
Parce qu'effectivement, dans ce que je peux entendre des personnes que j'écoute tous les jours à l'hôpital, cette période de bilan est quand même fluctuante au niveau psychologique, avec des phases où on espère effectivement qu'il n'y a rien ou que ce n'est pas malin, et des périodes où on essaye de se préparer au pire de l'annonce. Et j'imagine qu'effectivement, vous avez fluctué malgré tout dans ces deux univers-là. Alors oui, j'ai fluctué et en même temps, je suis restée dans une forme de naïveté. Parce qu'on sait des choses sur le cancer, mais on ne le connaît pas tant qu'on ne l'a pas vécu. Et j'avais une image tronquée forcément, qui à la fois minimisait certains actes et rendait plus grave d'autres, parce que j'en avais aucune idée. Je m'étais juste fait le serment de ne pas aller sur Internet et de ne pas chercher d'informations et attendre vraiment la parole du praticien, du médecin, du radiologue, on dit comme ça, radiologue, pour me donner les informations les plus précises sur mon cas. Et j'étais restée sur des choses assez légères, parce qu'en fait, et grave en même temps. Dans mon histoire, en fait, l'année qui a précédé le diagnostic du cancer du sein chez moi, j'avais perdu une amie du même cancer. Et dans la foulée, une connaissance à moi avait découvert aussi un cancer, mais elle a eu une ablation, reconstruction dans la même opération, sans chimio, sans radio. Donc j'étais entre celle qui allait pouvoir au bout de 2 mois reprendre une vie normale et celle qui en était morte. Et moi, je me disais, mais mon curseur, il est où ? Oui, où je me situe. Où est-ce que je me situe ? C'est toute la difficulté. Donc, c'est toute la difficulté. Et si j'ai quelque chose à dire à des personnes qui en sont à cette phase-là, ne pas aller sur Internet parce que c'est effrayant. La seule fois où je l'ai fait, bien d'accord. J'ai eu très mal. Et c'est la seule fois où j'ai eu très peur et j'ai eu très mal. Et je me souviens, je m'étais recroquevillée sur moi-même dans mon lit comme un fœtus. Et j'ai paniqué. C'est le seul moment où j'ai paniqué. Et là, je me suis dit, non, tu ne devais pas aller sur Internet. N'y va toujours pas. Vis ce que tu as à vivre. C'est ton histoire, c'est pas celle des autres. Et il y en a qui aiment vraiment parler que des côtés les plus noirs et les plus difficiles de leur histoire, en voulant informer. Oui, mais ce qu'il faut aussi accepter, c'est le fait que chacun est différent. Ce que j'essaye de souligner un peu dans mon livre, et que les réactions suivant l'histoire de chacun ne vont pas être les mêmes. Ce qui vous convenait, vous, c'est-à-dire ne pas aller trop vous informer sur ce que vous pouviez avoir pour vous en protéger, est une réaction tout à fait normale, saine, et c'est la vôtre, et tant mieux, et c'est très bien ainsi. Mais d'autres personnes vont avoir besoin d'aller chercher de l'information, besoin d'aller plus au fond, d'intellectualiser parfois aussi, pour à la limite se faire peur, jusqu'au moment de l'annonce où face au médecin, peut-être que la nouvelle sera meilleure. Donc on a vraiment des réactions très différentes au moment des bilans, avec des personnes qui, comme vous, vont essayer de trouver leur équilibre et ont une force intérieure qui leur permet de garder leur route. Et d'autres qui vont chercher un peu partout des moyens de supporter cette attente difficile. Comment s'est passée l'annonce du médecin ? Oui. Alors, je n'avais pas revu ma gynécologue depuis 2 ans. Et donc, c'est elle qui avait reçu automatiquement les résultats. Elle me convoque, donc m'a convoquée du jour au lendemain. Je me suis dit, oh, ça sent pas bon. Et là, j'apprends qu'elle-même était passée par un cancer du sein et qu'elle avait repris le travail que depuis 5 mois. Et là, elle me dit, mais regardez-moi, je vais bien. J'ai pas eu d'ablation, on m'a enlevé la tumeur, j'ai eu que de la radio et pas de chimio. Et elle me donne un petit mot pour aller voir un praticien, un confrère oncologue. Et j'étais super rassurée. Je pensais qu'elle m'avait dit ça en fonction des résultats et que j'allais vivre la même chose qu'elle. Et là, la douche froide. C'est jusqu'à ce que je voie l'oncologue, j'étais dans un espoir finalement de vivre la même chose qu'elle, au pire, de la radio. Et là, il m'annonce, en plus sans prendre de gants, il regarde la fiche, il me regarde, il me dit, on va vous enlever le sein entièrement. Ah,
Non, non, vous êtes sûr? Oui, oui, puis j'avais rien à dire, rien à exprimer, c'était comme ça, c'était une sentence. Et puis vous allez avoir 6 mois de chimio et de la radiothérapie. Je dis, et donc, oui, mais je peux demander à ce qu'on me reconstruise tout de suite, parce que je connaissais un cas comme ça. Ah non, c'est pas possible, vous avez de la chimio et de la radiothérapie. Ah, et quand est-ce que vous allez être reconstruite? J'ai demandé quand est-ce que j'allais avoir la reconstruction. Il faut compter au moins 1 an. Et là, ça a été vraiment la douche froide sur le moment. D'abord parce qu'il n'a pas pris de gants. Il ne m'a pas posé de questions de ce que je vivais ou comment je me sentais ou qu'est-ce que je savais des résultats. Enfin, il a vraiment annoncé froidement. Et en plus, il a pris une date pour la chirurgie 15 jours après notre entrevue. D'accord. Et c'était déjà acté. J'étais tellement sonnée que j'ai dit oui, j'ai pris la date et je suis sortie de là avec une date pour une intervention. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle des annonces coup de poing. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt avec des gants de boxe qu'avec des gants de soie. Ce qui est terrible dans ce que vous nous racontez et que j'écoute aussi beaucoup avec les personnes que je rencontre, c'est à quel point trop souvent encore, les médecins jettent un peu l'information comme on dit, comme une patate chaude dont ils voudraient se débarrasser et que vous, en face, vous prenez le coup de poing en pleine figure, sans aucun ménagement. Et je lutte aussi contre ce genre de pratique parce que je trouve qu'apprendre déjà qu'on a une maladie grave, c'est quelque chose de difficile. Et je pense que la moindre des choses, c'est l'annoncer avec ménagement et prendre du temps, prendre le temps. Il y a des plans cancer qui existent où on dit que l'annonce d'un cancer doit se faire en plusieurs étapes. Et on constate encore aujourd'hui, en 2016, que ces étapes ne sont pas respectées. C'est-à-dire que normalement, on annonce la maladie, on prend le temps de l'expliquer et on prend après un deuxième rendez-vous pour là présenter les différents traitements possibles, proposés. Mais en aucun cas, cette information diverse et colossale et bien difficile à supporter, j'imagine. Alors après ça, j'ai été dans une période d'abattement assez courte et j'ai eu un déclic grâce à un ami qui m'a posé juste une question évidente, mais que je n'ai... As-tu consulté quelqu'un d'autre? As-tu eu un autre avis? Et là, je lui dis, bah non. Il me dit, mais t'es sûr que tu vas être opéré là dans moins de 2 semaines et tu n'as pas pris un autre avis? Et c'est là que j'ai demandé à voir un autre médecin. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un médecin, un gynécologue, oncologue, chirurgien, qui a pris tout son temps. On s'est vu 1 fois par semaine pendant 6 semaines. C'est long. Voilà, c'est bien. Et là, c'était, à chaque fois, on en reparlait, et jusqu'à ce que je sois convaincue qu'il n'y avait pas d'autre choix. Que ce choix, il n'y a pas d'autre choix, soit quelque chose d'accepté. Et je pense que je n'aurais pas du tout vécu la suite si j'étais partie tout de suite sur le premier. Bien sûr. Parce que je n'avais pas encore réalisé, en fait. Je n'avais pas pris le temps de réaliser ce qui se passait. Ça aurait été trop... Et on ne vous l'a pas donné. On ne me l'a pas donné et ça aurait... Alors, c'était allé trop vite, vraiment. La difficulté aussi, parce que j'essaye d'aborder aussi l'aspect des soignants, qui ont aussi une parole à donner, et qui veulent expliquer pourquoi ils agissent comme ils le font, c'est de dire en quelque sorte que oui, c'est violent la façon d'annoncer, mais que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut l'annoncer, et que ils ne sont pas psy, ils sont médecins, et qu'ils ont des choses désagréables à annoncer, et autant le dire vite. Je trouve que c'est un peu léger et je pense qu'effectivement, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que justement la façon de l'annoncer est tellement importante qu'elle conditionne votre vécu ensuite des traitements. Et bien évidemment, si vous devez avoir des effets secondaires des traitements, vous les aurez. Mais dans votre vécu psychologique des traitements, on accepte mieux un traitement quand il a été expliqué, qu'on a pris son temps et surtout qu'on vous a écouté. Oui. Et ce qui est dans mon histoire, en tout cas, ces 6 semaines m'ont beaucoup servi. Je les ai mises à profit. Et c'est là que je me suis mise à ce que j'appelle mon équipe dans le livre. Je me suis constituée une équipe de thérapeutes, de médecine complémentaire, de choses
de personnes et de techniques ou de thérapies qui allaient m'accompagner tout le long de ce cheminement qui allait durer 9 mois en tout, donc le temps d'une renaissance. Et je décris assez précisément ce moment où j'ai senti que j'avais accepté. Pas accepté au sens de, je trouve pas mes mots, aidez-moi, résignation. J'étais pas résignée, j'étais vraiment dans l'acceptation. Et ça change complètement la donne. Et comme j'ai vécu l'abattement avant et l'après-acceptation, j'ai vu vraiment la différence. Et j'étais actrice de ce qui allait se passer. J'étais même, ça paraît complètement décalé par rapport au cancer, mais j'étais dans une forme de joie, si je puis dire. Oui. J'acceptais, j'étais en train de vivre quelque chose et non pas la subir. Voilà, c'est exactement le terme que j'allais employer. C'est que beaucoup de personnes malades m'expliquent, et je suis un peu leur relais quelque part, qu'on ne leur donne pas suffisamment d'éléments pour qu'ils deviennent acteurs de leurs soins et qu'en fait ils subissent les soins. Il n'y a rien de pire que déjà subir l'épreuve de la maladie et qu'en plus derrière, au niveau des traitements proposés, on soit dans une sorte de soumission avec un manque d'information, de coordination parfois entre les soignants et avec la personne malade qui se retrouve au milieu et qui finalement est là et à qui on ne demande pas toujours son avis. Donc je suis ravie que ça ait été le cas pour vous parce que vous donnez l'exemple de quelqu'un qui du coup a pu s'approprier ces traitements et qui a pu, si vous voulez, d'une certaine façon, avoir une sorte de contrôle sur les traitements alors que vous n'avez pas contrôlé l'arrivée de la maladie. Tout à fait. C'est vrai, c'est très bien résumé. Il y avait un contrôle sur comment je voulais vivre la maladie. La maladie, je ne l'ai pas choisie, mais je pouvais choisir la façon dont j'allais la vivre. Je ne voulais pas la vivre dans la honte. Je ne voulais pas la vivre comme une fatalité. J'y suis pour rien. Je n'ai ni à être coupable, ni à me sentir... Il n'y a pas une histoire de mérite ou de culpabilité derrière. Je voulais la vivre le mieux possible. C'est-à-dire, mon leitmotiv, c'était garder la vie la plus normale possible avec la maladie. Ne pas la combattre, et c'est pour ça que je détestais le terme de guerrière, d'Amazon, toutes ces images qu'on a. Je dis, je fais avec, je ne fais pas contre, je fais avec. Pour moi, c'est très différent. Je ne sais pas quel est votre point de vue et si vous avez eu ce cas-là aussi. C'est vrai que beaucoup de personnes malades expliquent le fait que les proches, les soignants sont là dans le combat, il faut être forte, il faut garder le moral. Le moral, c'est 50% de la guérison. Et ça transforme les personnes malades en des sortes de robots qui s'enferment avec leurs ressentis en secret, qui n'osent pas les exprimer, parce qu'on leur dit tellement qu'ils doivent être forts pour guérir, qu'ils se disent que s'ils se mettent à avoir des émotions, ils ne guériront pas. Et c'est terrible parce que du coup, dans mon bureau, je vois arriver des patients, des personnes malades, qui rentrent dans mon bureau et qui, à peine assis, ont des larmes qui montent aux yeux et qui me disent « faut pas que je pleure, sinon je ne vais pas guérir ». C'est terrible. C'est terrible parce que c'est quand même une croyance qui est beaucoup présente encore dans notre société à l'heure actuelle. Et je crois qu'il est important de la combattre pour que les personnes s'autorisent à être elles-mêmes. Et on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir des moments de ras-le-bol, des moments de désespoir, des moments d'abattement total. Plus. Et c'est pas pour autant qu'on fait une dépression, mais simplement qu'on est en train de traverser une épreuve et qu'on a le droit d'exprimer ce qu'on ressent. Et je trouve que ce que vous dites est tout à fait juste. Merci Valérie. Merci, c'était un très joli moment. Alors, je voudrais juste finir cet échange, si vous permettez, sur si je devais dire 2-3 choses aux femmes qui peut-être là en ce moment sont touchées par le cancer. Enfin, je dis des femmes, mais ça peut être des hommes aussi. Il y a très peu d'ailleurs de témoignages d'hommes, voire pas du tout. J'en ai pas trouvé encore d'hommes touchés par le cancer et qui en témoignent. Pourtant, ils viennent voir les psychologues. Oui. je vous mais ils ne témoignent pas. Enfin, ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet.
j'ai envie de dire, plutôt que de dire sois forte, c'est trouve tes ressources. On a chacune en nous des ressources différentes, comme aussi un moteur différent. Ça peut être nos enfants, ça peut être l'amour, ça peut être un projet. Je vais faire le tour du monde dès que je finis mes traitements. Ça peut être la rencontre amoureuse. On a chacune en nous quelque chose qui peut être un moteur. Comme je disais tout à l'heure, la maladie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas et c'est pas honteux. Donc on n'a pas à le cacher. C'est la double peine. Et malheureusement, j'en ai croisé. Je les ai un peu coachés alors que j'étais moi-même en chimio. J'en ai coaché d'autres. On dit mais non, mais t'y es pour rien. C'est pas de ta faute, tu l'as pas mérité, tu n'as rien fait pour ça. Oui, mais vous savez, le tout psychologique est encore très présent, et je suis psychologue, donc je suis bien placée pour vous le dire, avec parfois un peu des extrêmes au niveau des analyses, où à force de dire que tout est psychologique, on finit par culpabiliser les personnes qui traversent des maladies comme le cancer et d'autres. Et je crois qu'effectivement, on devrait avoir un peu de retenue parce que c'est irrespectueux des personnes qui traversent cette épreuve. Oui, entre les théories, on attire ce qu'on pense et que on oublie que le cancer, il est multifactoriel et qu'on ne sait pas... Regardez, moi, j'avais une vie très saine, je faisais du sport, de la méditation, du yoga, j'étais quasiment végétarienne. En principe, pas d'antécédents dans la famille et je suis tombée dedans. Qu'est-ce qu'il explique? Il y a peut-être un facteur psychologique, oui, il y a de ça, mais il y a plein d'autres choses. Il y a peut-être la contraception, j'en ai pris très longtemps, et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un lien de cause à effet. Quand il est là, on n'a pas vraiment à savoir qu'est-ce qui l'a enclenché, parce qu'il n'y a pas un facteur, enfin selon moi il n'y a pas un facteur, il y en a plusieurs. Ce qui compte, c'est d'accompagner, j'allais dire, ce cancer au mieux pour s'en sortir et en profiter peut-être pour faire le ménage dans sa vie, pour guérir sa vie en guérissant son corps. C'est peut-être un moment privilégié pour se poser les bonnes questions. C'est aussi parce que c'est quand même un traumatisme dans une vie. C'est aussi à ce moment-là souvent que d'autres traumatismes anciens qui n'ont pas été résolus remontent à la surface. Alors c'est parfois effectivement l'occasion de s'y atteler une bonne fois pour toutes pour essayer de s'en débarrasser. Et pour revenir à votre notion de l'expression soit forte, etc. Enfin, le petit soldat, finalement, on nous demande d'être des petits soldats. Il y a un moment, en parlant avec une amie pendant mes traitements, elle me dit quel courage et tout. Parce que moi, je n'ai pas arrêté de travailler. Je voulais avoir une vie normale. Donc, j'ai continué à travailler. Je m'arrêtais les jours de chimio. Je me reposais 2 jours et je reprenais le travail. Et on me dit quel courage. Et spontanément, je lui ai répondu c'est pas du courage, c'est de la foi. Je ne parle pas de la foi religieuse. C'est de croire en soi, de croire en l'amour, de croire en la vie et d'avoir envie. Envie en un mot, envie en 2 mots. Et pour moi, en tout cas, ça a été ce moteur-là. Et encore une fois, chacune a le sien. Oui, parce que beaucoup ont besoin de se poser, d'arrêter de travailler. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, surtout. Ce qu'il peut. Dans cette période si difficile. Et certains ont besoin de s'arrêter, d'autres ont besoin de garder leur travail, de garder un semblant de vie, entre guillemets, prétendument normale. L'important, c'est que chacun se dise que ce qu'il fait, c'est bien parce qu'il le fait. Et que moi, je conclurai en disant que chaque être est merveilleux. Et vous êtes quelqu'un de merveilleux, donc je suis ravie de cette rencontre. Merci encore Valérie. Et je trouve vraiment, c'est bien de se retrouver dans tous ces témoignages, de se dire on n'était pas seul. Je n'étais pas seule, j'ai pensé comme certaines et comme certains, et j'ai réagi comme certaines, ou au contraire tout l'inverse d'autres. Et voilà, c'est bien aussi d'avoir une autre vision un peu plus globale et moins impliquée peut-être, concernée mais moins impliquée que le patient. Nous sommes simplement complémentaires. Oui, tout à fait. Et c'est une très belle rencontre aujourd'hui. Merci.